Simon Jaguillo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, observateur de l'actualité africaine et des relations entre l'Europe et l'Afrique pour plusieurs magazines francophones. Merci d'être avec nous. Alors, on connaît bien les relations de l'Afrique avec les principales grandes puissances, États-Unis, France, Russie. On parle assez peu des relations avec la Pologne. Est-ce que ces relations sont historiques ? Oui, tout à fait. Elles remontent déjà du temps de la guerre froide. Elles ont commencé durant les années 50, 60 et se sont intensifiées pour arriver jusque dans les années 80, des échanges économiques très très grands. Statistiquement, on compte qu'environ 10 milliards issus, incluant la Pologne et les pays des PECO, c'est-à-dire l'Europe centrale et orientale, échangé déjà avec bon nombre de pays africains. Donc il y a cette relation historique qui malheureusement s'est achevée avec la chute du mur de Berlin en 1989 et la désintégration de l'URSS en 1991. Pourquoi ? Parce que tout simplement la Pologne avec les autres pays de la région se sont concentrés à rejoindre le plus rapidement possible le giron transatlantique. Ça s'est effectué en 1999 pour la Pologne, pour l'OTAN, et en 2004 avec l'entrée dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne. Alors, le président Douda a choisi 3 pays en Afrique, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Pourquoi le choix de ces 3 pays en particulier ? Écoutez, je crois qu'il y a déjà aussi une dimension symbolique un peu, c'est-à-dire que la Pologne essaie de réactiver au maximum maintenant ses relations avec les pays africains. Maintenant, pour le cadre du Nigeria et le cadre du Sénégal, je crois qu'il a été mentionné dans votre reportage, il y a une dimension énergétique évidente. La Pologne était, il y a encore peu, à 80% dépendante des approvisionnements en gaz russe. Elle cherche évidemment à diversifier ses approvisionnements. En septembre dernier, elle vient de signer avec la Norvège pour 2,4 milliards d'approvisionnement de mètres cubes de gaz, mais qui représente seulement 15% des besoins au niveau annuel. Donc le Nigeria, qui est un des plus grands producteurs de gaz, le premier en Afrique, avec 5 millions de mètres cubes de réserves estimées, certainement est un partenaire qui pourrait compter dans les approvisionnements de gaz, mais aussi le Sénégal, comme il a été dit, qui planifie de commencer à exporter sous forme de gaz liquéfié à partir de 2023, 2,5 millions de gaz. Donc effectivement, dans ce contexte-là, on peut dire que l'élément énergétique compte dans la balance de la relation entre ces 2 pays que je viens de citer et la Pologne. Dernier exemple que je montrerai, lors de la déclaration conjointe avec le président Macky Sall, la Pologne a loué un crédit de 100 millions d'euros. Sous quelle forme va-t-il prendre ? Ça, on ne le sait pas encore, mais certainement, l'enjeu énergétique sera encore au menu de ce prêt. Et l'intérêt pour les pays africains, parce qu'on peut rappeler peut-être que la Pologne est le plus grand pays d'Europe centrale, mais que c'est surtout une puissance agricole. C'est une puissance agricole, mais pas que. Je dirais que si on doit parler davantage que peut tirer les pays africains, certains pays africains de l'expertise polonaise, on va parler certainement de la cybersécurité. Quand on sait qu'en Afrique, par exemple, rien qu'en 2021, le coût des cyberattaques en Afrique a été à hauteur de 4,12 milliards d'euros. On peut dire qu'un géant comme Asseco, qui s'est placé notamment au Togo et qui a signé une joint venture à hauteur de 13 millions d'euros de budget, a donné son expertise pour sécuriser les données du gouvernement togolais. Alors peut-être une question à propos du président polonais, Andrzej Duda, qui est un conservateur, qui est souvent qualifié d'eurosceptique, atlantiste, pour le dire de façon simple, pro-américain. Quelles peuvent être les retombées géopolitiques d'un rapprochement de la Pologne avec plusieurs pays d'Afrique ? Je crois qu'il faut regarder ça dans un contexte un peu plus global, pas uniquement la Pologne. Il faut regarder, je crois, la région entière, qui a commencé un dynamisme, je dirais, relationnel avec l'Afrique depuis juin passé. À part M. Duda qui a été visité, le président Al-Sisi en Égypte, il y a aussi le ministre des Affaires étrangères lettonienne. Ici, les choses sont quand même assez claires. La Lettonie a déposé sa candidature pour devenir membre du Conseil de sécurité de l'ONU à la hauteur de 2026-2027. Donc il y a clairement un enjeu politique là-dedans. Maintenant ici, comment vont-elles s'intensifier les relations entre l'Europe centrale et l'Afrique ? On ne le sait pas encore, parce que c'est quand même quelque part encore tout frais. Il faut dire que les pays d'Europe centrale ont recommencé, je dirais, leur mariage, si je peux dire, avec l'Afrique que depuis 2011-2012. Après leur expansion et leur intégration dans la zone euro-atlantique. Mais clairement, il y a aussi une volonté de voir un peu se démarquer et de changer, de contrecarrer la narrative russe qui influence quand même via des campagnes quand même agressives, notamment des pays comme le Mali, comme l'Afrique centrale. Maintenant, je ne crois pas que maintenant les pays d'Europe centrale
ont les moyens de leurs ambitions. Vous diriez que c'est aussi une lutte d'influence finalement pour se dégager de l'influence russe qui se joue également sur le continent africain? Oui, clairement. Je crois que, écoutez, les pays d'Europe centrale ont quand même une belle carte à vendre. Ils peuvent jouer quand même la carte du fait qu'ils n'ont jamais colonisé aucun des pays d'Afrique, ce qui peut quand même avoir des répercussions positives au niveau de l'opinion publique africaine. Mais ici, encore une fois, je vous dis, les moyens ne sont pas à la hauteur, je crois, encore des ambitions, dans le fait où que c'est encore une relation très récente. Et pour preuve, vous n'avez encore que 6 ambassades en Afrique subsaharienne du côté polonais, ce qui est bien peu si on compare à d'autres plus grands joueurs comme la France, qui est un réseau vaste sur quasiment tout le continent. Beaucoup plus important. Peut-être une dernière question à propos du traitement des étudiants africains qui ont fui la guerre d'Ukraine et qui ont dû, à certains moments, passer par le territoire polonais. Certains ne l'ont pas pu. Est-ce qu'un rapprochement entre les nations, entre la Pologne et beaucoup de pays africains, peut jouer finalement en la faveur d'un rapprochement des peuples? Je crois que le rapprochement des peuples déjà existe à un certain degré. Vous savez, il y a déjà un héritage lié à l'Union soviétique. Vous avez comme une diaspora afro-polonaise. Bien sûr, elle n'est pas comparable à la France qui s'élève à 3,2 millions de personnes ou celle que vous avez en Grande-Bretagne qui s'élève à 1,2 million. On parle ici de 5 000 afro-polonais répertoriés pour l'instant. Mais elle existe. Et encore une fois, je dis, il y a des accords qui sont signés d'échanges entre étudiants en Pologne. Et si vous étiez à Varsovie il y a 5 ans, vous faites aujourd'hui, vous voyez cette diversité, notamment africaine, qui est en place maintenant en Pologne et qui ne fera que s'accentuer. Certainement. Merci à vous, Simon Jagiello, journaliste spécialisé des relations entre l'Europe et l'Europe centrale et l'Afrique. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci pour votre invitation.